Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière, vous allez voir, le format est complètement différent de ce que je fais d'habitude. Cette vidéo fait suite à ma présentation de mon carnet, ce carnet ici dont je vous parlais dans mon autre vidéo, mon carnet de culture, mon Commonplace Book, je sais toujours pas trop comment l'appeler. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter certaines pages de ce carnet, 4 pages notamment. Et j'avais envie de vous restituer aussi ce que j'ai appris, puisque c'est un carnet dans lequel je note les lectures que j'ai pu faire, ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris en regardant des vidéos ou en regardant un film par exemple. Et ensuite, je note ce que j'ai pu découvrir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, de vous restituer ce que j'ai pu apprendre, de vulgariser d'une certaine manière. C'est un exercice tout à fait nouveau pour moi, j'espère que ça vous intéressera et que je ferai ça bien. Petit disclaimer qui me semble normal, le premier c'est que la vidéo va être longue, donc je mets des timecodes des chapitres dans la vidéo pour que vous puissiez naviguer et voilà, aller vers des sujets qui vous intéressent. Le deuxième disclaimer que je voulais faire, c'est que je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas professeur de je ne sais quoi, je fais juste cette vidéo pour m'amuser et j'ai fait tout un PowerPoint. Oui, pour m'amuser, je fais ça pour m'amuser, écoutez, que voulez-vous. Mais donc, je n'ai pas la science infuse et je ne déclare pas tout connaître par cœur. Donc, c'est possible que dans ce que je vais dire, il y ait des imprécisions. Ce n'est pas sujet à être exhaustif. C'est simplement une photographie de ce que moi j'ai retenu sur un sujet pour ensuite pouvoir l'approfondir un peu plus tard. Je dis ça parce que je vais notamment parler de certaines thèses, de certains auteurs, autrices et de certains points mythologiques. Et donc voilà, je suis sûre que certains et certaines d'entre vous sont férus de mythologie. C'est possible qu'il y ait des imprécisions. N'hésitez pas à ajouter ce que vous savez en commentaire, mais s'il vous plaît avec bienveillance, puisque vraiment, comme je le dis, je fais ça pour m'amuser. Et voilà, donc je voulais vraiment faire ce message avant de commencer. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec le petit sommaire de ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, on va voir Éloge du bug qui est juste ici. Éloge du bug qui est un essai que j'ai adoré de Marcello Vitali Rosati. Et donc, on va voir un petit peu de quoi il parle. Ensuite, je vous parlerai du mythe de Psyché et de Cupidon, comment je l'ai découvert et un peu qu'est-ce que ça raconte. Je vous parlerai ensuite de S'engager en amitié de Camille Toffoli et ensuite un petit bonus vocabulaire, je trouve ça assez rigolo, 10 mots que je ne connaissais pas et voilà, je vous partage leur définition pour que vous puissiez les connaître à votre tour si vous ne les aviez pas. On va donc commencer tout de suite par Éloge du bug à l'ère numérique et je vous montre un petit peu la page que j'ai réalisée. Donc vous voyez, vous avez mon petit curseur là en turquoise pour suivre la page. Donc voici la page de mon carnet de culture avec les différentes citations que j'ai prises. En vert ici, on a des citations. J'ai ensuite noté les idées qui me paraissaient importantes. En couleur, ce sont mes propres pensées. Et puis voilà, à droite, vous avez aussi les références. Donc voilà comment se présente une page avec le titre en haut, le sous-titre. Ici, en l'occurrence, c'est l'auteur et la maison d'édition, ainsi que la date. Mais au moins, vous avez une idée de à quoi ça ressemble et ce dont on va parler aujourd'hui. Éloge du bug, être libre à l'époque numérique. Un livre de Marcello Vitali Rosati aux éditions de la Découverte dans leur collection Zone que j'aime beaucoup. Il est paru ici en mai 2024. C'est un livre que j'ai trouvé sur les étagères de la bibliothèque où je vais et vraiment, j'ai pas hésité une seconde en le voyant. J'aime généralement tout ce que font les éditions Zone. J'ai rarement eu des déceptions. J'en ai eu. Il y a quelques essais que j'ai moins aimés, mais généralement, en tout cas dans leurs essais les plus classiques, qui sont bien sourcés, j'y trouve toujours mon bonheur, notamment dans toute la partie numérique, technologie et consommation contemporaine. Je trouve que leurs essais sont vraiment bons et celui-ci n'a pas dérogé à la règle. La thèse que va défendre Marcello Vitali Rosati dans son essai, c'est que en fait tout est soumis en termes de technologie aujourd'hui à l'impératif fonctionnel. C'est d'ailleurs le slogan de Apple It Just Works pour montrer comme quoi voilà, ça fonctionne simplement. Et ce que regrette l'auteur avec ça, c'est que c'est le seul impératif qui va nous guider. Dans l'impératif fonctionnel dominant, il y a l'idée selon laquelle on va éviter le plus possible les bugs, que les bugs vont apporter une espèce de barrière et donc on va essayer d'éviter les bugs. Le problème avec ça, c'est qu'on va moins fouiller, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe parce que ces bugs ont de plus en plus tendance à être lissés. On va plus pouvoir aller à l'intérieur de l'interface, on va simplement nous dire que ça bug et donc on va moins comprendre comment fonctionne un appareil ou comment le modifier pour adapter nos besoins.
D'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il fait une analogie entre le bug informatique et le bug l'insecte, et notamment avec le récit de Kafka. Il dit « C'est l'impératif fonctionnel qui rend inacceptable le Grégor de Kafka », Grégor étant le personnage qui se transforme en cafard. Il est dégoûtant parce que, en devenant un insecte, il dysfonctionne. Il n'est plus utile, il ne sait plus se déplacer convenablement, et surtout, il n'est plus capable de travailler et de produire de la richesse. Notre Grégor numérique est dans la même situation. Un téléphone plein de bugs le rend dysfonctionnel, et ce dysfonctionnement se manifeste en premier lieu dans son incapacité à travailler. Les technologies numériques, avec leur promesse de tout simplement fonctionner, sont une réponse parfaite à cet impératif fonctionnel. Tout bug serait une violation de cette injonction si fondamentale. Ce que je trouve intéressant, c'est également tout le chapitre où il va se poser la question de pourquoi des systèmes bureautiques comme Word, Excel par exemple, qui sont des suites bureautiques, c'est dans leurs termes, ont autant envahi les autres espaces, notamment l'espace universitaire. Pour lui, c'est pas anodin qu'un modèle pour les entreprises et donc pour servir un but de croissance de richesse, ce n'est pas anodin donc qu'il soit dans d'autres sphères et il trouve ça questionnant finalement. On préfère Apple, Google, Word parce que ça fonctionne bien. Mais que signifie fonctionner? Nous devrions systématiquement nous demander « ça fonctionne pour faire quoi ?» Nous découvririons que la réponse est trop souvent celle-ci « ça fonctionne pour augmenter la productivité dans un sens capitaliste ». Cet essai, je l'ai trouvé vraiment très intéressant parce que malgré le fait que ça parle de numérique, je l'ai trouvé vraiment très accessible. Il n'y a pas besoin d'être un féru de technologie pour vraiment comprendre ce dont il parle et il questionne vraiment notre rapport au monde à la fois dans les ordinateurs, dans les téléphones, dans les tablettes et la priorité qu'on leur laisse et la manière dont on les utilise. Dans son livre, il va exposer 3 grands principes que l'on pourrait suivre pour être plus habile avec le numérique, pour nous rendre d'une certaine manière plus libres. Il appelle ça comment fonder une littératie numérique qui nous rende libres et nous laisse maîtres de nos actions. Le premier principe, ce serait d'avoir conscience de la multiplicité des modèles, de leur non-neutralité et de leur interprétation du monde. Par exemple, tous les logiciels ou les applications qu'on utilise ne sont pas neutres, ils répondent à des exigences. Par exemple, Tinder, qui est une application de rencontre, leur objectif premier, c'est de faire de l'argent. C'est un objectif commercial. Et donc, pour faire de l'argent, il faut attirer le plus de monde possible. Et pour attirer le plus de monde possible, on va perpétuer des normes, perpétuer des représentations qui vont peut-être plaire au plus grand nombre, mais qui ont des biais et qui posent certains problèmes. Tinder n'est pas du tout neutre. Il sert une représentation du monde et donc d'avoir conscience qu'il existe d'autres applications, d'autres modèles, c'est déjà un moyen de se libérer des monopoles et d'aller vers autre chose. Le second concept que je trouvais très intéressant parce que je l'ai découvert au moment même où j'en avais besoin, c'était la recherche de la complexité adéquate. Il dit « Il ne s'agit pas de préférer quelque chose de compliqué, mais de calibrer la complexité qu'on requiert à l'aune d'un environnement technologique sur la base des raisons qu'on a de l'utiliser. Cela a une double implication. D'une part, éviter d'utiliser des dispositifs inutilement complexes pour réaliser des activités qui ne requièrent pas une telle complexité. De l'autre, ne pas se contenter de dispositifs simples quand il s'agit de réaliser des activités qui demandent un plus haut niveau de complexité. L'exemple super concret que j'ai à vous présenter, c'est que lorsque j'ai repris les vidéos, j'avais besoin de changer de logiciel de montage parce que en filmant avec mon téléphone, le format de mon téléphone, enfin des vidéos, n'allait pas être compatible avec le logiciel de montage que j'utilisais jusqu'à présent. J'avais plusieurs alternatives, soit passer sur des logiciels payants mais très chers. Je pense notamment à Adobe Premiere qui est vraiment très coûteux par mois, on ne peut pas l'acheter, c'est vraiment sous forme d'abonnement. Ou alors d'aller vers des modèles un peu plus mainstream. Il y avait Canva et CapCut, CapCut étant beaucoup utilisé pour TikTok. Mais ce qui me gênait avec CapCut, c'est peut-être d'une certaine manière les modèles de montage que l'on voit de partout. Et en plus, si je voulais travailler dessus, j'avais l'impression que j'étais vraiment bloquée en termes de stockage. Et donc j'avais besoin de passer à une formule premium assez rapidement, ce qui me convenait pas vraiment. Sinon, il y avait Canva. Et là où Canva, moi je l'aime bien pour plein de choses, par exemple le PowerPoint que vous êtes en train de voir, je trouve que pour de l'export vidéo, photo, il est vraiment pas bon et le résultat est souvent décevant, la qualité est amoindrie. Bref, j'ai dû me résoudre à trouver autre chose parce que Canva était simple, était gratuit, mais me posait problème. Et donc en fouillant un petit peu, je suis tombée sur un logiciel qui s'appelle DaVinci Resolve,
qui correspond exactement à ce dont j'ai besoin, qui est assez complexe, c'est vrai, et donc j'ai dû prendre en main tout un nouveau logiciel, et j'ai dû me pousser vers la complexité, à ne pas rechercher la simplicité, mais d'avoir enfin un logiciel qui réponde vraiment à mes besoins. Et vraiment, j'en suis très contente. La troisième proposition qu'il fait, c'est la maîtrise de l'activité. Ne pas être passif ou passive face au numérique, ne pas tout déléguer, ne pas nous libérer de certaines tâches pour en garder la maîtrise. Ça aussi, je trouvais très intéressant. Je me souviens plus exactement des exemples qu'il donne, mais moi, je vais vous partager quelques exemples à quoi ça me fait penser. Je pense notamment à tout ce qui est avis sur Internet, avis sur Airbnb, sur Google Avis, sur bref, les avis, dès qu'on veut faire la moindre chose, on va alors déléguer au numérique et aller voir si tel restaurant est bon, tel hôtel est bien. Et honnêtement, je suis la première à le faire. Je peux passer des heures pour être sûre de faire le bon choix, mais ça m'enlève beaucoup d'autonomie, beaucoup de recherches que j'aurais pu faire par moi-même, peut-être une certaine expérience et une certaine audace. Et donc, tout déléguer, et en tout cas déléguer une grosse partie des tâches, ça peut nous en faire perdre la maîtrise. Je pense notamment par exemple à utiliser, peut-être trop utiliser le GPS qui pourrait réduire nos capacités à nous orienter. Voilà, ça c'est un exemple. Je suis plus sûre et honnêtement si ça sera porté à ça, mais en tout cas moi c'est ce que je comprends quand je revois cette maîtrise-là. Il dit: toute attitude passive de pure exposition ne favorise pas une littératie, mais détermine au contraire une dépendance. L'activité se concrétise dans la capacité de modeler l'environnement numérique pour l'adapter à ses propres besoins. Dans ce sens, les technologies qui nous promettent de nous délivrer de certaines tâches triviales limitent notre maîtrise et nous rendent dépendantes et passifs ou passives. Pour être libres, nous devons rester les protagonistes de nos actions. Nous devons donc prendre en charge l'effort de faire nous-mêmes ce que nous voulons faire, sans le déléguer à des solutions miracles. Bon, je dois vous dire que là, en ce moment, avec tout le développement de l'intelligence artificielle, forcément, ça résonne. C'est vraiment important de ne pas voir forcément le besoin de se libérer du temps pour faire quoi. Être libre de perdre du temps ne consiste pas à être délivré de tâches matérielles pour pouvoir se livrer à des activités plus élevées. C'est cultiver sa propre autonomie en se dédiant à des tâches matérielles qui sont normalement méprisées par l'impératif fonctionnel. Il fait ainsi un parallèle entre Henry Ford et Épicure. Henry Ford qui avait pour philosophie de vouloir gagner du temps par le progrès technologique, tandis que Épicure, lui, avait plutôt l'idée de réduire nos besoins. Je grossis énormément, mais vous voyez l'idée. Pour l'auteur de l'essai, l'oisiveté active permet l'émergence de la pensée, le développement de la liberté et de l'autonomie. Et ça m'a fait penser à quelque chose, ça m'a fait penser notamment aux entreprises qui captent notre attention. Netflix, Instagram, TikTok, en captant notre attention, on n'arrive plus vraiment à être oisif. Et sans oisiveté, eh ben, peut-être qu'on va moins développer notre liberté et notre autonomie. Enfin, je vous partage une citation que j'aime beaucoup. Ça, c'est au tout début du texte. Je la trouvais plus difficile à articuler avec toute la présentation que je vous ai faite avant, mais je vous la mets quand même parce que je la trouve très chouette. Comme le souligne Hartmut Rosa dans Social Acceleration en 2013, depuis l'invention des moyens de transport mécaniques, le temps que nous dépensons en déplacement est resté le même. Nous avons multiplié les trajets jusqu'à les faire correspondre à la même quantité de temps. Honnêtement, je trouve ça complètement dingue. Moi, ça m'a fait vraiment réfléchir cette page-là et ça m'a donné en plus envie de lire le livre. Cet essai était hyper éclairant, il m'a vraiment questionné sur mes propres pratiques en rapport avec le numérique et même dans mon processus de reprendre des vidéos, ça m'a travaillé. C'est un essai que je vous conseille vraiment, encore une fois, je le trouve vraiment accessible et je le trouve vraiment passionnant. Je lirai les autres textes de l'auteur sans hésiter et encore une fois, cette collection, n'hésitez pas à jeter un œil, ils ont vraiment plein de chouettes choses. Je vous partage un petit peu ce qu'il mentionne dans le texte, puisque le but de mon carnet, c'est de faire des liens. Donc, accélération, une critique sociale du temps, je viens de vous en parler de Hartmut Rosa. Ça, j'ai trop envie de le lire. D'ailleurs, il y a un entretien sur Arte dans Les idées larges avec Hartmut Rosa et c'était absolument passionnant. Éloge du carburateur, essai sur le sens et la valeur du travail de Matthew B. Crawford, qui a l'air vraiment très chouette. L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber, ça aussi, ça a l'air vraiment chouette, gros livre de sociologie, mais ça a l'air d'être assez fondamental, assez pilier fondateur, donc j'appréhende un peu plus de le lire, mais ça a l'air trop chouette. Et là, on est sur une performance d'un artiste à Berlin. Je vous mets la vidéo en barre d'infos. Ça s'appelle Google Maps Hacks de Simon Weikert. En gros, vous voyez dans cette petite charrette là, il y a des dizaines et des dizaines, je pense que c'est 99 téléphones via Google Maps, et il va créer des bouchons en fait imaginaires
et donc d'une certaine manière apporter de la friction dans l'application. C'est 4 références que je trouve très intéressantes et que je suis contente d'avoir notées et que j'ai hâte d'aller explorer. On passe maintenant à la page suivante que je veux vous présenter. On est sur Psyché et Cupidon. Hop, page juste là, je vous la présente. Voici la page de mon carnet un petit peu mieux présentée. Donc vous avez d'abord la citation dans laquelle j'ai découvert le texte. Ensuite, vous avez le déroulé du mythe. Ça manquait de complétude, si je puis dire. Donc j'ai ajouté un petit post-it pour pouvoir ajouter des petites infos qui me paraissaient importantes. Et à droite, vous avez 2 œuvres que j'ai trouvées d'une part extrêmement belles et en plus très iconiques en tout cas, que j'avais envie de retenir. J'ai découvert le mythe de Psyché et Cupidon dans ce livre-là que j'ai terminé en plus tout juste hier. Terra Ignota, trop semblable à l'éclair d'Ada Palmer. Elle fait plein de références à tout un tas de mythes, de philosophes. Et donc, quand j'ai lu la citation que je vais vous lire, quand j'ai lu le paragraphe, j'avais très envie d'en savoir plus sur la métaphore qu'elle faisait. Ainsi, dans le texte, on peut lire « Il s'agissait d'une peinture à l'huile de Psyché et Cupidon. La plupart des artistes les représentent lors de leur réunion définitive sur l'Olympe, ou plutôt au moment de la trahison, quand la jeune fille, poussée par la curiosité, manque à sa parole et cherche à voir le mystérieux amant qui vient à elle dans le noir. Tel n'était pas le cas de celui-là. Celui-là n'avait représenté ni le triomphe, ni la trahison, mais ce qui l'a précédé. Les 2 amants blottis dans les bras l'un de l'autre, confiants, encore épargnés par le chagrin. Les yeux de Psyché étaient clos, ceux de Cupidon couverts par une sorte de masque sombre, léger, qui représentait le bandeau dont les artistes affublent parfois l'amour. Bref, je trouvais la citation très chouette. C'était vraiment un tableau comme ça exposé en haut de marche d'escalier. Ça m'a rendue très curieuse. Et donc, je suis allée voir d'où ça venait. Il se trouve que Psyché est originaire d'un texte qui s'appelle L'âne d'or ou Les métamorphoses d'Apulée. Ça a été écrit au IIe siècle. Et là, franchement, j'ai trop envie de le lire. Ça a l'air très chouette à découvrir. Le mythe de Psyché et d'Éros est le suivant. Psyché, cadette d'une famille de 3 filles, était d'une beauté exceptionnelle. Sa beauté était si grande que l'on venait de partout pour l'admirer, telle une statue, non comme une épouse potentielle. Aphrodite, jalouse de Psyché, décida d'envoyer son fils Éros pour que Psyché tombe éperdument amoureuse du plus misérable des hommes. Éros, en s'approchant d'elle, fut frappé par sa beauté lui aussi. Il se blessa avec sa propre flèche et tomba fou amoureux d'elle. Alors, il trahit les plans de sa mère. Ne voyant aucun homme vouloir épouser Psyché malgré sa beauté, son père consulta l'oracle d'Apollon. L'oracle, influencé par Cupidon lui-même, décréta qu'elle devait être conduite en haut d'une montagne. Mais aucun monstre ne l'y attendait là-bas, seulement le vent. Le doux zéphyr la souleva et la déposa dans un palais merveilleux. Là, Psyché vivait dans le luxe, servie par des voix sans corps. Chaque nuit, un amant venait à elle, lui murmurait son amour, l'enveloppait de tendresse, mais exigeait qu'elle ne cherche jamais à voir son visage. Il l'aimait sincèrement. Et Psyché, d'abord docile, finit par douter. Lorsqu'elle retrouva ses sœurs, jalouses et perfides, elles la persuadèrent qu'un monstre la tenait captive. Alors une nuit, Psyché cacha une lampe à huile sous son oreiller. Quand Éros s'endormit, elle alluma la flamme. Elle vit alors le plus beau des dieux, endormi, paisible. Mais une goutte d'huile brûlante tomba de sa lampe et réveilla Éros. Trahi, il s'enfuit. Psyché, seule, errante, commença sa longue quête pour retrouver l'amour perdu. Alors qu'Aphrodite la traquait, Psyché finit par se présenter à elle pour lui demander de revoir son fils. La mère, moqueuse, la soumit à 4 épreuves impossibles. La première, trier des graines. La deuxième, voiler la toison d'or de brebis. La troisième, puiser de l'eau du Styx à sa source gardée par des dragons. La quatrième, descendre aux enfers récupérer de la beauté de Perséphone qu'elle obtint dans une boîte. À chaque épreuve, Psyché réussit, grâce à des animaux et des divinités qui lui venaient en aide. Mais alors qu'elle avait réussi la dernière épreuve, elle succomba à la tentation et ouvrit la boîte. Elle s'effondra, plongée dans un sommeil semblable à la mort. C'est alors qu'Éros intervint. Guéri, il vola jusqu'à elle, la réveilla d'un baiser et porta sa cause devant Zeus. Le roi des dieux accepta leur union et offrit à Psyché l'ambroisie, la boisson des immortels.
Psyché devint déesse et obtint des ailes de papillon que l'on retrouve dans de nombreux tableaux et sculptures encore aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant maintenant, c'est que j'ai l'impression d'avoir la rêve quand je vois les tableaux, c'est-à-dire que si on voit une jeune femme comme ça avec des ailes de papillon, eh ben c'est que c'est Psyché plus tard dans l'histoire, donc on a la rêve de à quel épisode de la série ça se passe. C'est vraiment un mythe que j'ai adoré découvrir, je vous l'ai fait très grossièrement, il y a plein de détails en plus, ça a été peut-être un peu approximatif, mais voilà, c'était pour vous introduire à ce mythe, j'espère que ça vous aura plu et autant intéressé que moi. J'avais envie maintenant de vous parler d'un livre que j'ai adoré découvrir et il s'appelle S'engager en amitié. C'était un texte passionnant que j'ai découvert à la Foire du livre de Bruxelles puisqu'il y avait un stand du Québec et l'autrice de ce livre est québécoise. Voici la page de mon Commonplace Book, de mon carnet de culture. Donc on voit ici la couverture que j'ai essayé de dessiner. Ouais, c'est pas très beau, mais au moins ça apporte un peu de graphique, des éléments un peu graphiques, un peu colorés dans mon carnet. Encore une fois, les éléments en violet qui sont des pensées personnelles, des citations, des réflexions, le sommaire que l'on voit juste ici, plein de références qu'elle cite. Un des avis que j'ai eu sur une des références, puisque j'ai regardé entre-temps Thelma et Louise qu'elle conseillait, et donc voilà, j'ai noté mon avis. Donc voilà, sur une double page, vous pouvez vous rendre compte de ce que ça donne. S'engager en amitié, c'est donc un texte de Camille Toffoli qui est paru aux éditions Éco-Société dans la collection Radar. C'est une très chouette collection qui est plutôt destinée aux 15 ans et plus, plutôt pour les ados, fin de lycée. Honnêtement, ça se lit super bien adulte. Peut-être qu'il y a des thèmes qui vous intéresseront plus que d'autres. Et celui de l'amitié, moi, en ce moment, m'intéresse beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ce texte. En plus, il a une maquette absolument canon. Le livre est trop beau. Pour le sommaire, on a les chapitres suivants. Mieux aimer les filles pour des amitiés féministes. Laisser tomber les masques dans les amitiés masculines, des amitiés qui sauvent la vie. 4. Vivre en colocation avec ses amis. 5. L'amitié dans le sport et notamment avec l'exemple du roller derby. 6. Coucher entre amis, notamment donc les relations sexuelles entre amis. 7. À la défense des amitiés en ligne. Et la conclusion, une inutilité nécessaire. L'autrice considère que la valeur des liens amicaux est trop peu considérée dans la société où nous vivons. Je trouve qu'elle fait des parallèles très intéressants, notamment avec le fait que on va dépenser beaucoup d'argent ou de temps ou de réflexion pour développer notre rapport à la famille, nos rapports aux parents, à nos enfants, à notre conjoint, mais finalement assez peu avec nos amis. On va moins être indulgent quand dans les amitiés ça va aller moins bien, là où en couple ou en famille on peut avoir des disputes ou des moments de friction, des moments de moins bonne communication, elle explique que dans l'amitié on va avoir plus de mal à supporter que ça se passe moins bien et on va donc avoir tendance à nier certaines amitiés ou en tout cas à s'en défaire et elle trouve que c'est vraiment dommage et j'étais vraiment très partisane en fait de son propos. Elle explique ensuite que les amitiés entre femmes sont super précieuses, notamment parce qu'on a cette capacité à vraiment échanger de manière profonde entre nous et d'avoir vraiment un partage d'émotions. Elle parle notamment d'un article qui s'appelle No Games Day, No Bars, This Pandemic is Forcing Men to Realize They Need Deeper Friendship de Samantha Schmidt. Et donc dans cet article, Samantha Schmidt explique que pendant le Covid, les hommes ont pas mal souffert en termes d'amitié et en termes de relations sociales parce qu'ils n'ont pas l'habitude de relations en face à face dans laquelle parler de leurs émotions et tandis qu'ils se retrouvaient pour des activités en côte à côte, par exemple dans des bars ou pour assister à des matchs, eh bien le Covid les en a empêchés. Les hommes seraient surtout habitués de se retrouver pour des activités côte à côte alors que les femmes auraient davantage l'habitude de se voir en face à face autour d'un café ou d'un repas. Toujours dans cette même solidarité féminine qu'elle trouve hyper importante, il y a toute la partie sur quand on est une fille, ben, généralement, quand on se sépare, on dit souvent « envoie-moi un message quand tu es bien arrivé » parce qu'on a cette inquiétude que notre amie n'arrive pas correctement chez elle. Et elle avait une phrase que je trouvais très intéressante et assez percutante. Contrairement aux hommes à qui on enseigne la bravoure et l'affirmation de soi, les filles sont conditionnées à avoir peur. Et ça a vraiment fait écho en moi ces derniers jours, puisque je suis tombée sur des vidéos de journalistes qui vont montrer certaines réalités. Et ce que je trouvais vraiment chouette avec ces vidéos, et ce que m'inspiraient ces femmes, c'est qu'elles étaient fortes et qu'elles n'avaient pas peur de faire ça, et j'étais très impressionnée.
et j'avais du mal à comprendre pourquoi ces femmes en particulier m'impressionnaient beaucoup. Et je pense que j'avais juste l'impression qu'elles n'avaient pas peur, en fait, tout simplement. Et donc, en lisant cette phrase, ça a vraiment fait écho en moi. Elle a tout un chapitre sur les amitiés développées en ligne. Ça, je trouvais ça hyper intéressant. Ça me parle tout particulièrement parce que depuis mes 15 ans, j'ai fondé de grandes amitiés, que ce soit en ligne grâce à Booktube. Aujourd'hui, certaines de mes meilleures copines viennent de là, ou alors même de mon amoureux que j'ai pu rencontrer par le numérique, par le jeu vidéo en l'occurrence, mais en tout cas par une activité en ligne. Et il y a plein de personnes avec qui je m'entends très bien, que j'ai découvert par le numérique, et elle a tendance à regretter l'a priori négatif qu'on peut avoir sur les amitiés en ligne, qui serait moins vrai, alors qu'au contraire, on pourrait apporter une certaine authenticité en montrant ce que nous, on veut mettre le plus en avant de notre personnalité, des traits peut-être qu'on n'a pas l'habitude de présenter au quotidien, où on va peut-être porter un masque plus régulièrement. Et enfin, elle termine page 131 en disant, et alors là vous allez voir que toute la beauté de ce carnet est là, les relations amicales sont perçues positivement lorsqu'elles nous aident à être fonctionnelles, tant qu'elles ne nuisent pas à notre productivité, tant qu'elles ne nous empêchent pas de faire efficacement ce que nous sommes censés faire, étudier, travailler, etc. Bref, deux Québécois qui sont sur la même longueur d'onde, c'est vraiment très beau. Moi, ça me fait tout à fait penser à l'impératif fonctionnel dominant dans Éloge du bug, et c'est quelque chose que j'adore faire, tisser des liens de cette manière-là. Et bon, bref, on a clairement un trait anticapitaliste dans cette vidéo, n'est-ce pas? C'est vraiment un livre que j'ai adoré lire, qui est très facile d'accès. Je regrette le manque de, comment dire, de concret pour savoir comment développer nos amitiés. Mais il y a un livre qui s'appelle Nos puissantes amitiés que j'aimerais bien lire pour approfondir cette idée-là, parce que le sujet de l'amitié est à mon sens très important, mérite d'être vraiment creusé, et notamment en tant que femme en grandissant, où où en plus, moi j'arrive à un âge où c'est difficile de se faire des amis. Honnêtement, je vais avoir 30 ans et j'ai beaucoup de mal à me faire de nouveaux amis, et ça me manque notamment parce que bah voilà, on a moins de monde dans l'entourage, et c'est quelque chose qui je trouve difficile. Et voilà, je trouvais que c'était vraiment très intéressant, mais j'aurais aimé un peu plus de concret. Et mon compagnon, même lui, me disait qu'il était intéressé en tant qu'homme d'avoir ce genre de conseils. Donc bref, je vais creuser la question, ça m'intéresse beaucoup. Je vous partage les références qu'elle mentionne et que j'ai trouvées passionnantes. Donc tout d'abord, Sororité de Chloé Delhomme. L'article No Game Days, notamment sur les hommes et le Covid. Le film de Thelma et Louise, je ne l'avais pas vu jusqu'à présent. C'est un film de Ridley Scott qui est paru en 91 et c'était trop bien. Vraiment, si les personnages peuvent paraître complètement un peu farfelus et délurés au début du livre, je les trouve passionnantes, trop chouettes. Leur amitié est excellente. J'ai été extrêmement touchée par la fin du film. Je trouve que c'est une très belle fin, peut-être la meilleure fin qu'aurait pu être pour ce film. Et ce que j'ai trouvé fou, bah, c'est qu'il est sorti en 91, quoi. Et que si ce film était sorti aujourd'hui, on l'aurait traité de woke, on l'aurait traité de misandre, de tout ce que vous voulez, alors qu'en fait, le film est super encore actuel et assez glaçant d'une certaine manière, mais c'était trop bien. Elle a parlé d'une BD qui s'appelle La fille de l'écran, qui m'a vraiment beaucoup tentée, notamment sur les amitiés en ligne. Just Kids, c'est vraiment le genre de livre que j'ai envie de lire depuis des années et que je n'ai toujours pas lu. Et ça m'a donné envie de lire Utopiste féministe sur nos écrans. Donc là, le lien avec Thelma et Louise, les amitiés féminines en action, et donc notamment sur les représentations de femmes à l'écran. Il y a 3 ans, j'avais eu un cours à l'université sur la représentation de l'amitié féminine dans les séries télé, dans les films. C'était passionnant, et je pense que ce livre avait été mentionné. Donc voilà, très envie de le découvrir. Je vous propose qu'on termine cette vidéo par un bonus, par du vocabulaire. Ça va pas plaire à tout le monde, mais je trouvais ça trop rigolo à faire. Il se trouve que ces dernières semaines, en parcourant certains livres, en écoutant certaines conversations, j'ai découvert des mots. Alors c'est pas que je connaissais pas les mots, parfois c'est que je connaissais pas bien le sens, ou qu'en allant voir le sens, j'ai pu affiner exactement ce que j'avais compris. Donc ce que je vous propose, avant de vous montrer ma page, parce que sinon ça va tout vous spoil, je vous propose de vous montrer les mots. Comme ça, vous pouvez peut-être mettre pause, essayer de trouver leur définition, et ensuite je vous les présente. Donc voici les mots en question. On a frelaté, littératie, magnanime, albâtre, diacritique, concupiscence, dévoyé, innocuité, exsudé, vaticination. Donc on a tout d'abord
Frelater. Frelater, ça veut dire altérer la pureté, faire perdre à quelque chose de ce qu'elle a de pur, de naturel. C'est souvent utilisé pour l'alimentation et notamment les boissons. On va dire qu'on va frelater un vin. Moi, je l'ai découvert dans Terra Ignota et c'était pour parler d'une ambiance frelatée. Il me semble que ça se dit aussi pour les textes théologiques, frelater la parole de Dieu, par exemple. Littératie, je vous en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que vous saviez ce que ça voulait dire? Je trouve que c'est un mot vraiment difficile à appréhender. C'est l'aptitude à lire, à comprendre et à utiliser une information écrite au quotidien. Magnanime, alors ça c'est typiquement le genre de mot que j'ai déjà entendu bien sûr, mais dont j'avais pas la bonne définition en tête. Je trouve qu'en plus ça ressemble à unanime, donc j'étais un peu biaisée par ça je pense. Magnanime, c'est l'aptitude, la vertu, poussant à agir de façon désintéressée et au mépris du danger, pour incarner un idéal, une clémence et une générosité, quelqu'un de chevaleresque. Le mot suivant, albâtre. L'albâtre, c'est une espèce minérale d'un blanc laiteux, uni ou veiné. C'est une pierre qui me semble appartient au calcaire, et dans son sens figuré, c'est d'une blancheur très pure, notamment le visage de femmes, on va dire qu'elles avaient un teint albâtre, voilà, qui est aussi beaucoup revenu dans Terra Ignota. Alors ça, le prochain mot, c'est vraiment un mot de geek de la grammaire, vraiment typique des gens qui font des PowerPoint comme ça pour vous présenter des vidéos, c'est le mot diacritique. Diacritique, c'est qui sert à distinguer. Et donc, par exemple, un signe diacritique, je trouve ça passionnant, un signe diacritique, c'est un signe qui accompagne une lettre pour en modifier le sens. Donc, par exemple, la cédille du cédille est un signe diacritique, ou les accents sur le E. Voilà, ça vient de diakritikos en grec qui dit qui sert à distinguer. Ensuite, le mot concupiscence, toujours avec Terra Ignota, je l'ai appris je pense, c'est le penchant à jouir des plaisirs terrestres, des plaisirs sensuels. Bref, quelqu'un qui est concupiscent, c'est quelqu'un qui a le feu aux fesses, grosso modo. On a ensuite le mot dévoyer, qui veut dire détourner quelqu'un du chemin, de la voie, ici dans le sens moral. On retrouve le mot voie finalement dans dévoyer. Un mot que j'ai appris et que je trouve vraiment très beau, malheureusement je ne sais plus exactement d'où il vient, c'est le mot innocuité. L'innocuité, c'est la qualité de ce qui n'est pas nuisible, qui ne cause aucun dommage. On le retrouve beaucoup apparemment dans le domaine médical. Par exemple, on va tester l'innocuité d'un vaccin ou l'innocuité d'un appareil. Et à l'inverse, il existe le mot nocuité, la nocuité de la cigarette par exemple. C'est la qualité de ce qui est nuisible. On va ensuite avoir le mot exsuder et pas exuder. En tout cas, d'après Google, ça se prononce exuder. Et donc, c'est sortir à la façon de la sueur, un suintement. Ça, c'est aussi un mot que j'ai vu dans Terra Ignota. En effet, ça fait penser à la sudation, exsudation, mais donc ça expliquerait pourquoi ça se prononce ainsi. Et donc là, c'était plutôt utilisé de manière figurée, un personnage qui exsude, alors je sais plus ce que c'était, mais on pourrait dire la concupiscence, par exemple. Et enfin, le dernier mot, toujours dans Terra Ignota, les vaticinations. La vaticination, c'est l'action de prophétiser des prédictions prétentieuses. C'est un mot plutôt péjoratif. On pourrait dire arrête tes vaticinations, mais je le trouvais très beau et très chouette finalement, et très rigolo. Et alors, croyez-moi ou non, mais ce matin, j'ai commencé un nouveau livre. Je ne l'ai pas à côté de moi. J'ai commencé Yellowface de Rebecca Kuang. Et alors, je trouvais ça trop rigolo parce que dans le même chapitre, il y avait le mot exsudé et le mot magnanime. Et donc là, je me suis dit, oh, c'est chouette quand même parce que là, je comprends vraiment ce qu'ils veulent dire. Donc voilà, c'était le petit bonus vocabulaire. Et bien sûr, la page, je vous l'avais promis. Oh, il y a des tâches, c'est pas toujours parfait, mais c'est ça que je trouve chouette avec ce carnet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était rigolo à faire. Honnêtement, j'ai vraiment galéré et c'était vraiment pas facile parce que, comment dire, c'était pas facile parce que je l'avais d'abord faite face cam et je manquais de connaissances. Mais en tout cas, je sentais que certains propos n'étaient pas clairs. Toute la partie avec Psyché et Cupidon, c'était pas clair. Et donc, je me suis dit que m'appuyer d'un PowerPoint allait vraiment m'aider. Et j'avais bien conscience que si je n'arrivais pas à vous restituer le savoir, c'est que moi-même, j'avais peut-être moins bien compris. Et donc, j'avais besoin de ce PowerPoint pour m'aider d'une certaine manière. J'espère que ça vous aura plu. C'est un format un peu étrange, on n'est pas là à l'école, donc peut-être que voilà, certains d'entre vous n'ont pas aimé. Je pense ne pas être la seule à aimer apprendre, en tout cas d'après les retours que vous m'aviez fait
fait, oui, sur ma vidéo de retour. C'était vraiment rigolo à faire. La vidéo était longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième partie, parce que voilà, ce carnet, moi je vais le continuer, je le trouve très très chouette. Et en plus, il me permet de bien appréhender ce que j'y note. Voilà, cette vidéo me permet en tout cas de mieux appréhender les différents savoirs que j'accumule avec ce carnet. Dans la prochaine vidéo, on revient sur les livres. Enfin, ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé de livres. Je vous laisse deux choix pour la prochaine vidéo. Alors, les deux choix que je vous propose. Le premier, soit je fais une prise de parole pour un peu discuter sur en quoi mon absence de 1 an et demi de Booktube a vraiment changé mon rapport à la lecture. J'y ai vu plein de choses et ça m'intéresse beaucoup d'en parler. Donc voilà, comment mon rapport à la lecture a changé. Ou alors, quels ont été mes plus gros coups de cœur depuis 1 an et demi? Voilà, quels sont les livres que j'ai découverts et qui m'ont beaucoup plu? Honnêtement, je ferai les deux vidéos. Donc, ce que je vous propose, c'est de choisir l'ordre. Mais voilà, ça changera pas grand-chose parce que les deux vidéos paraîtront ces prochaines semaines, prochains mois. Encore un tout grand merci d'avoir suivi ma vidéo et de partager tout ça avec moi. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous, faites des belles lectures et à bientôt!